Partout au Québec, vous écoutez l'émission radio consacrée à la chasse, à la pêche et au plein air, Rendez-vous nature. Voici Ernie Wells. Allô tout le monde, c'est l'heure de notre rendez-vous nature d'une heure de la semaine. C'est Ernie Wells qui vous parle. Et voilà qu'on sort à peine de la dernière saison de la chasse des grands gibiers que depuis le 1er décembre, c'est déjà le temps de s'inscrire au tirage au sort pour l'orignal des réserves fauniques et de cerf de Sépac-Anticosti et de Rimouski. Oui, parce qu'il y a 10 ans, donc après 10 ans d'absence, c'est le retour de la chasse du cerf dans la réserve faunique de Rimouski, où le directeur Dan Gagnon me parle quand même d'une reprise graduelle avec seulement 7 groupes issus toujours des tirages au sort. Et la chasse va se dérouler du 9 au 14 octobre dans des zones ciblées, des zones où il y a eu plus d'observations de cerfs au cours de la dernière saison. Tous les adeptes de la chasse au gros gibier peuvent s'inscrire dans les réserves, peuvent s'inscrire en ligne dès maintenant et jusqu'au 15 janvier, mais je vous dirais que rien ne presse. Profitez donc de la période des fêtes pour discuter de vos prochaines destinations, donc avec vos partenaires de chasse, puis faites votre choix et allez-y par code, là, parce que c'est différents codes. Et je pense que chaque inscription, c'est 9,72 $. L'objectif, c'est de se retrouver dans une réserve faunique de la Sépac et de chasser, bien sûr, le grand gibier. Et cette semaine, à Rendez-vous Nature, on l'avait dans la mire depuis juillet dernier. Les 42 000 locataires devront payer plus cher pour louer leur petit coin de terre en forêt publique. Et le coût du bail va augmenter dès le 1er janvier 2026 et en 2027 et en 2028. Et j'en parle avec le président du regroupement des locataires de terre publique, Arthur Fortin. Aussi, les agents de protection de la faune poursuivent leurs opérations anti-braconnage et récemment, du 18 au 24 novembre, 30 agents de protection de la faune ont mené l'opération Vitalité dans la région de Chaudière-Appalaches. Et je fais le point avec le commandant du service de la protection de la faune secteur Est du Québec, Sylvain Marois. Mais d'abord, j'ouvre l'émission Rendez-vous Nature avec un reportage impressionnant, je dirais même choquant, de mon collègue chroniqueur chasse et pêche au Journal de Montréal, Patrick Campeau. Là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, écrit Patrick, puis il ne peut pas dire mieux pour dénoncer des actes barbares commis par des braconniers. Je ne sais pas si c'est le bon mot, il faudrait peut-être trouver un autre nom pour ces individus, sans scrupules, qui capturent avec des moyens condamnables tout ce qu'ils peuvent pour vendre illégalement la venaison sans se soucier des lois, des règlements entourant la protection de la faune et surtout le bien-être animal. Patrick Campeau, habituellement, on parle des infractions à la faune comme la chasse de nuit, rouler à bord d'un véhicule avec une arme chargée, un double abattage, chasser sans dossard, puis autres infractions du genre. Mais là, tu nous amènes complètement ailleurs. Tu as fait une enquête des crimes odieux envers la faune. Le titre de ton reportage, c'est « Des braconniers sadiques ». On parle plus de braconnage, là. Non, c'est vraiment des gens sans aucun scrupule, des malfrats, des gens mal intentionnés, des gens qui font ça pour on ne sait quelle raison au juste. Il y en a qui vont le faire pour une raison de subsistance. Ils vont essayer de trouver un moyen d'aller déjouer les bêtes. Au lieu de s'asseoir dans une cache, appâter, attendre que l'animal vienne et de le prélever de façon légale, ils vont essayer de tourner les coins carrés et de braconner, de vraiment tenter de déjouer les lois. Donc, il y en a qui font ça à titre de subsistance. Mais ce qui est le plus choquant, c'est qu'il y en a un paquet qui font ça pour le thrill, pour le plaisir de dire « Ah, je t'ai pogné », ou encore pire, pour essayer de vendre la venaison. Ça, c'est condamnable à tous les points. Exemple, je montrais un tas de pommes. On sait que le chevreuil adore les pommes. On va l'appâter de façon totalement légale. Et il va venir, le cerf de Virginie va s'approcher pour venir se régaler de ce buffet improvisé. Les malfrats, les pas bons, les Moses de braconniers, qu'est-ce qu'ils vont faire dans certains cas? C'est qu'ils vont faire pénétrer un trépied de pêche, un gros trépied, de part en part de la pomme. Donc, les 3 tridents vont vraiment dépasser de chaque côté de la pomme. Et là, ils vont attacher ça à un arbre avec un fil fin d'acier. Le chevreuil, lui, il voit juste du feu, il voit ce qu'il y a à terre, puis à un moment donné, oups,
à la hauteur de ses yeux ou un peu plus haut, ben, il voit comme la pomme divine qui pend au bout de ses yeux. Et là, il va croquer dedans à pleine gueule. Essayez de vous imaginer, là, il y a 2 ou 3 hameçons de part en part de la gueule. La souffrance, elle doit être atroce. Et là, instinctivement, il va ruer, il va bouger, il va s'élancer. Et là, s'il ne s'arrache pas la gueule, il va comprendre rapidement qu'il doit rester en place. Encore pire, des Moses de pas bon. Est-ce que je peux utiliser cette expression-là, Ernie? Tu peux toutes les utiliser parce qu'il n'y a pas de mots, comme je disais tout à l'heure, pour définir, parce que ça va au-delà du simple geste de braconner, c'est de la cruauté animale carrément. Là. Ben, je vais te dire encore bien plus pire. Des maudits pas bons. Ils mettent la pomme genre à 7-8 pieds de haut. Ça, on sait, le cerf de Virginie est très agile. Donc, il va voir la pomme et il va se grimper sur ses 2 pattes arrière et là, il va croquer dans le trépied. Là, imagine, il est pris un peu en équilibre sur ses 2 pattes. Dès qu'il tente de redescendre, le fil fin d'acier le retient. Des souffrances atroces. Et là, ce qui est le plus écœurant, c'est qu'il peut rester comme ça plusieurs heures, quelques jours. Ça devient inhumain, totalement inhumain. C'est un petit peu comme les pièges à ours que je présentais. Je me souviens de plusieurs années dans le coin de Saint-Émilie-d'Énergie, j'avais vu un ours qui avait été capturé dans une cage du ministère. Une cage totalement humaine, juste à barreaux. Et le pauvre ours, là, il était en sueur, épuisé, tout trempe en lavette, dans des conditions humaines. Là, essayer de transposer ça dans des conditions de sadisme total. Les 2 pièges que je présente, il y en a un, c'est une espèce de boîte, et le crétin qui a fait ça, il a mis comme 4 espèces de pieux aiguisés en angle de 45 degrés vers l'intérieur. L'autre modèle, c'est une espèce de 45 gallons, si on veut, avec des clous incurvés vers l'intérieur dans un angle aussi de 45 degrés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ursidé peut rentrer à l'intérieur. Il va peut-être s'égratigner le pelage. Il va peut-être un petit peu se ressentir une petite douleur en se frottant là-dessus, mais c'est en plus, l'appétit va vraiment l'appeler au-delà de tout. Et là, il va rentrer dans cette cage-là, dans ce piège mortel-là. Et quand vient le temps de ressortir, ben, les clous sont à l'envers. Les pieux sont vraiment à l'envers. Et là, ils vont blesser l'animal de façon incroyable, qui ne comprendra pas sa situation. On le sait dire un ours qui tourne en rond dans une cage, mais là, il veut en ressortir sans dire qu'il est claustrophobe. C'est un animal sauvage qui veut jouer de la nature. Et là, il est pris entre 4 murs, ou dans un bidon, si on veut. Et là, ces armes affûtées-là sont là pour l'empêcher. Il y en a qui vont souvent se blesser de façon incroyable. Parce que ça doit être, comme tu dis, atrocement douloureux. Mais il y a aussi, ce que j'ai vu dans ton reportage, c'était l'orignal, qui est aussi, on parlait de chevreuil, mais aussi d'ours, mais aussi l'orignal, qui lui est victime de pièges tout aussi atroces et tout aussi douloureux, dont un, entre autres, là, que je vais appeler un piège à pattes, là. Puis ça, c'est vraiment sadique, ça dépasse les limites de l'entendement, là. Ça, c'est des couverts de 45 gallons en acier. Ce que les gens font, c'est qu'ils découpent le rebord arrondi, ils vont le découper et ils vont l'aiguiser de façon à ce que tout le tour du couvercle devienne une espèce de lame tranchante. Et au milieu, ils vont faire un type d'étoile élargie. Et quand l'orignal va se déposer le sabot à travers l'étoile qui est destinée à défoncer, bon, mais cette espèce de nouvelle crampe en métal-là, non seulement va lacérer son mollet, mais en plus, en marchant, le côté tranchant va couper littéralement les tendons de l'autre patte. Ça va être des souffrances atroces. L'orignal va être là. Il y en a plusieurs, qu'est-ce qu'ils font, Ernie? Ils vont laisser des cordes à linge pendre dans le bois, des cordes attachées. Et là, ils vont lancer ça, ils vont positionner ça de façon stratégique en sachant où l'orignal passe. Et là, l'orignal va s'entremêler là-dedans. S'entremêle, imagine-toi. Il a la tête pognée dans des cordes. Fait que, il reste plus juste à attendre. Je parlais également
des trappeurs. Il y a des trappeurs expérimentés, ils savent comment positionner leur piège. Ils le savent pour pas capturer les chiens du voisin ou des cervidés. Là, il y en a avec des espèces de pinces autobloquantes, des collets à cou avec des barrures autobloquantes. Oui, non, mais on appelle ça des collets à coyote. Là. Plus que la pression se fait, plus que le nœud, finalement, se resserre sur le cou. Là. C'est en plein ça, c'est en plein ça. Un point tel qu'à un moment donné, le chevreuil, il n'a plus le choix. Et là, sur la photo que je présentais, on voit le pauvre petit cerf qui a le cou lacéré. Mais bien plus pire que ça, là, c'est que le pas bon qui a mis ce piège-là, il a assez attendu que le petit chevreuil s'est fait manger le derrière par des coyotes ou des loups en attendant de finir sa vie. Fait que c'est atroce. D'autres pièges qui en forêt sont totalement destructeurs, des traquenards. Un traquenard, là, c'est un braconnier qui, de façon volontiers, va aller mettre un canon de fusil, un canon de carabine sur un poteau aligné face à un sentier, et il y a une corde qui va rejoindre la gâchette. Et quand l'animal passe, ben là, pouf, le coup, il part directement là-dessus. Imagine-toi, tu es un agent de protection de la faune, là. Puis tu te promènes dans le bois où tu sais qu'il peut avoir ça. Ça se peut pas. En plus des gens qui sont mal intentionnés, ben c'est dangereux pour la vie de plusieurs. Puis une atrocité que les gardes de chasse m'expliquaient, c'est qu'il y a plusieurs familles dans des régions éloignées qui n'ont rien à perdre, et au lieu de se voir infliger des amendes ou des peines, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils enseignent à leurs enfants comment le faire, comment aller positionner ces pièges-là. Et là, eux autres, bon, ils sont quasiment à l'abri des tickets d'infraction, des peines, ou peu importe, parce qu'ils sont mineurs. Oui, puis il y a une autre technique qu'on voit de plus en plus. On l'a vu l'année passée, on l'a revu cette année. C'est des bracos là, qui poursuivent un animal de nuit là, dans un chemin forestier jusqu'à l'épuisement, ou parfois même ils vont sortir la carabine par la fenêtre puis ils vont tirer dans le derrière, c'est le cas de le dire, de l'orignal. Ou sinon, ils passent carrément dessus puis ils récupèrent la viande qui reste de bonne finalement à récupérer. C'est ça. On appelle ça du steak de bumper, Ernie. Du steak de bumper. Le gars lutte intentionnellement le cerf ou l'orignal, c'est plus dangereux, le cerf, l'orignal ou peu importe. Et là, il va le frapper. Et toute la viande bleuie, atrophiée, va être mise de côté. Et lui, il se dit, bon, ben j'ai eu le backstrap, j'ai eu les filets mignons, j'ai eu une fesse, c'est correct. C'est inhumain, ça n'a pas de sens. Je me souviens, là, 40 ans, à la mode, les gars qui chassaient le coyote, ou même des fois le renard, mais surtout le coyote, qu'est-ce qu'il faisait? Il partait à 2 skidoo, et là, il se mettait de chaque côté du pauvre coyote, et en arrière, il y en a un, le plus puissant de la gang, s'en venait, là, il clenchait au maximum, et le coyote était comme pris dans un couloir entre les deux motoneiges, et celui en arrière s'en venait pleine pine, et il passait dessus, il le tuait, ou au moins, il l'assommait bien comme il faut. Comment veux-tu que les animaux aient des chances là-dessus? Ça se peut même pas. La même chose se produisait au caribou avec les gens qui couraient après avec des motoneiges. Oui, mais Patrick Campeau, là, tout ce que tu nous décris comme piège et tout ça, là, me semble que là, toi, tu nous en parles, tu as fait un grand papier là-dessus, mais c'est pas le genre de texte ou de déclaration que nous fournit le Service de protection de la faune. On va nous parler d'opérations anti-braconnage, mais il nous parle pas de ce genre de cas qui j'espère, demeurent des cas isolés, mais est-ce que selon toi, ça demeure inconnu c'est connu des autorités, mais inconnu de la population parce qu'ils ne veulent pas publiciser ces actes pour ne pas donner des idées à d'autres spécimens humains qui pourraient être tentés de faire la même chose? Tu as totalement raison, Ernie. Totalement raison. Tu sais, oui, je donne peut-être des idées à certaines gens mal intentionnées, mais si quelqu'un arrive dans le bois puis il voit une cage de même puis il n'a aucune idée c'est quoi, on le sait que les chasseurs dignes de ce nom respectent les règles à la lettre. Hein? Ben oui. C'est un émeraude. C'est quelqu'un qui aime la nature, qui aime aller prélever des animaux en sauvage. Les animaux sauvages, on le sait, on va juste, nous, aller prélever l'intérêt phonique et non pas le capital. Mais les braconniers, eux autres, se foutent de ça. Ils vont faire une espèce de débalancement et c'est là qu'on doit les freiner.
c'est là que c'est une mission collective de dire c'est assez. Dès qu'on voit des actes répréhensibles comme ça, on doit les déclarer en tout temps. Ceci étant, tu reviens d'un voyage exceptionnel de chasse. Parle-nous-en un peu. En Afrique du Sud, au Lakeside Safari, ça c'est Sylvain Turenne et Mylène Joly, qui sont des pourvoyeurs bien connus d'ici, qui sont les propriétaires du Coin la Vigne et du Renard Bleu, ainsi que des piscicultures du Mont-Tremblant. Aller à l'autre bout du monde à 26 heures de vol, ça peut être insécurisant. Ouais. Là, tu t'en vas rejoindre des Québécois, des figures sympathiques connues d'ici. C'est incroyable, tu arrives au Lakeside Safari, c'est un enclos de 6 km². C'est sûr, c'est ceinturé. Là-bas, en Afrique du Sud, tu ne peux pas faire de chasse libre. Il n'y a pas de territoire où les gens peuvent aller chasser. C'est donc toutes des fermes ou tout des lodges, des enclos. Et dans son enclos, Sylvain et Mylène ont environ 700 bêtes. Là, on parle des impalas, des nyalas, des gnous, regarde, nomme-les. Ils ont 26 girafes. C'est totalement hallucinant. Tu prends un verre le soir en regardant, il y a un petit feu, là, ils se font un petit feu dans une place, dans le lodge, c'est vraiment invitant. Et là, tu regardes au loin, il y a 150, 200 bêtes, des zèbres, des gnous, des phacochères, tout ce que tu peux imaginer comme bébites, des blessbocs, des antilopes avec des cornes torsadées, des cornes en forme de toutes les formes. Ouais. C'est une expérience vraiment tripante. Souvent, on se dit « Ah, je vais remettre ça demain, blablabla. » Je vous dirais, là, moi, c'est le trip de chasse de ma vie. J'ai un reportage qui s'en vient le 27 décembre là-dessus, un reportage complet qui explique de A à Z ce qu'on a fait là-bas. Tu peux pas avoir plus de plaisir que ça. J'étais accompagné de mon épouse qui a fait un safari photo, qui a visité 2 villes. Là-bas, tu peux aller jouer au golf, tu peux aller te baigner dans l'océan Indien, tu peux faire de la pêche. Il n'y a rien que tu peux pas faire. Ils organisent vraiment ça en fonction de nos attentes. Et nous, sur place, on peut choisir des animaux. Et en plus de pouvoir savourer leur venaison. Ça, c'est totalement vraiment évident. Exemple, le premier soir, on a mangé une lasagne de zèbre. Mon Dieu, que c'était bon. C'est la meilleure lasagne que j'ai jamais mangée. Le lendemain, on a mangé les filets mignons de mon Niala. Ben, c'était meilleur que ceux de mes chevreuils ou de mes orignaux. C'était cuit à perfection. Ils ont des cooks là-bas. Ils ont des gens qui sont dessus comme un roi. Et tu t'amuses comme un fou. Donc, c'est un voyage de chasse d'une vie, mais comme tu dis, qui est complété par une expérience gastronomique, par une expérience de safari photo. Puis on va lire ça le 27 décembre dans le Journal de Montréal. Alors, Patrick Campeau, chroniqueur plein air chasse-pêche au Journal de Montréal, je te remercie beaucoup d'avoir dénoncé ce qui se passe en forêt. Puis j'espère qu'on a sensibilisé les chasseurs, les gens qui ont justement à aller se promener en forêt durant le temps de la chasse, mais aussi en dehors des périodes de chasse. Puis je te dis à une prochaine fois. Salut! Merci, bonne chasse, bonne pêche à tous, au plaisir. Suivez toute l'actualité dans le monde de la chasse, de la pêche et du plein air sur le web grâce à Rendez-vous Nature. Tous les jours, soyez informés des principales nouvelles au Québec au rendez-vous-nature.ca. Reportages, entrevues, conseils de professionnels, vous connaîtrez tout de la chasse, de la pêche et du plein air à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec. Suivez-nous au rendez-vous-nature.ca. Les tirages au sort de la CEPAC sont débutés. De vastes territoires exclusifs, du gibier à profusion et une large sélection d'hébergements et de forfaits possibles. Pas de doute, les meilleures destinations de chasse du Québec se trouvent dans les réserves fauniques et à CEPAC Anticosti. Du 1er décembre au 15 janvier, inscrivez-vous au tirage au sort de la CEPAC via le cepac.com ou au 1-800-665-6527. Chasseurs, procurez-vous le Bot-Thorax, l'écarteur de cage thoracique pour animaux sauvages. Ce bâton télescopique 100% en acier inoxydable alimentaire favorise le refroidissement et la préservation de la venaison en
toute sécurité. Pourquoi contaminer votre viande avec une branche d'arbre? Votre chasse ne vous a pas coûté assez cher? Le Boc-Thorax, indispensable pour votre saison de chasse. Un outil incontournable, disponible chez tous les bons marchands. Achat en ligne au bocthorax.com. Partout au Québec, de retour à Rendez-vous Nature. Voici Ernie Wells. De retour à Rendez-vous Nature, ben ça y est, on l'avait vu venir depuis l'été dernier. Les 42 000 locataires d'un petit coin de terre en forêt publique viennent d'obtenir leur cadeau des fêtes avant Noël. Le coût de leur bail va augmenter dès le 1er janvier 2026. Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts modifie son règlement sur la vente, la location et l'octroi de droits immobiliers sur les terres de l'État et réglemente aussi des cessions à titre gratuit de terres pour usage d'utilité publique. Arthur Fortin, le président du regroupement des locataires de terres publiques du Québec. Arthur Fortin, vous aviez exprimé votre colère contre les hausses proposées, et je vous cite, « Ces hausses auront un impact direct sur le portefeuille des locataires. » Et aujourd'hui, vous semblez accepter la hausse et même vous parlez d'une victoire pour la RLTP. Précisons les choses un peu là, dans l'introduction. Les baux de villégiature, ils augmentent toujours d'année en année. Ils sont soumis, là je parle vraiment de l'ensemble des baux, les 42 000 baux de villégiature, ils sont soumis à la loi 1 de l'indexation, comme tous les services gouvernementaux. L'année passée, ils ont augmenté de 2,3 %. Le maximum, c'est 3 %. Alors donc, à partir de janvier 2026, dès votre renouvellement, qui arrive à certains moments pendant l'année, il y a automatiquement une augmentation de l'IPC, ce qu'on appelle l'IPC, l'indice des prix à la consommation. Et ça demeure. C'est pas là-dessus qu'on a travaillé. On a travaillé sur le fait que cette année, les baux qui étaient ciblés, et ça c'est très exceptionnel ce qui nous est arrivé cette année, c'est des baux minimums qui ont été ciblés précisément, et il y en a un sacré paquet, vous avez bien mentionné le nombre tout à l'heure, ça va toucher à peu près 27 000 baux. Il était ciblé pour une augmentation aux alentours de 50 %. Et on a réussi, de peine et de misère, parce que c'était un dossier qui a commencé au mois d'avril, qui s'est dénoué in extremis la semaine passée, là, avant le 1er janvier 2026, à étaler cette augmentation-là. Alors, il y a toujours eu des augmentations, mais le cadeau, dans le fond, c'est comme si on allait au magasin, puis que la bebelle que tu voulais acheter à 300 $, tout à coup, tu vois qu'elle est à 150 $. Ben, tu viens de faire un gain de 150 $. Oui, mais il y a toujours eu des augmentations, mais les dernières augmentations, c'était toujours basé sur, comme vous avez dit, sur l'indice des prix à consommation. Mais là, c'est des hausses directes du coût du bail là, qui va augmenter de 157 $ là, par année à partir de... Oui. Là, on parle toujours du bail. Qui va augmenter donc de 357 $ à 500 $. Donc, c'est une... Excusez, de 343 à 500 $. Donc, c'est une hausse de 157 $. Et puis ça, oui, ça va être étalé sur 3 ans. Mais ça, est-ce que ça veut dire que dès 2026, le locataire va payer 300 $ plus le 157 $? Pour être plus précis, oui. Le locataire qui paie présentement le minimum paie aux alentours de quelques sous de plus ou de moins, là, 343 $. Oui, au 1er janvier 2026, il va payer 395, l'année d'après 448 et la troisième année 500. Mais vous avez raison d'être un peu frustré parce que c'est la première fois que les baux, une certaine catégorie de baux étaient ciblés précisément comme ça, là. Les baux qui sont au minimum, pour toutes sortes de raisons. Et là, je pense qu'on en a parlé quelques fois cette année dans les médias avec vous aussi. Il y avait, quand on dit toutes sortes de raisons, je ne suis pas le défenseur du MRNF, Ministère des Richesses naturelles et des Forêts, et des délégataires, les MRC, qui ont toutes sortes de raisons, qui sont revenus par le passé, qui sont revenus sur des frais de gestion, qui sont revenus sur des défis nouveaux qui sont dans les MRC. Et c'est pas été facile pour nous autres de dire que nous autres aussi, on en a des défis de notre côté, puis que c'était trop drastique, c'était trop subi comme augmentation, et qu'on acceptait toutefois, parce que, à quelque part, si ça n'avait pas été du RLTP dans le décor, regroupement des locataires, on se dirigeait directement vers un mur, là. Je suis pas sûr que le ministère s'attendait à une réaction comme ça de la part des villégiateurs qui nous ont soutenus. Vous vous rappelez, on a demandé à un moment donné à nos villégiateurs de même envoyer des lettres à nos députés dans chacune des régions. Oui. Et je pense que ça a fonctionné parce que je suis pas sûr, on disait les publications dans la Gazette officielle, il n'y a pas grand monde qui regarde ça, là. Je suis pas sûr que tous les députés l'avaient lu non plus. Puis ça a amené beaucoup d'aide du plan politique. Je peux vous dire qu'il y a je n'aimerais pas de personnes
Mais il y a des gens, on est monté très haut là, dans les sphères politiques auprès des sous-ministres et des nouveaux ministres aussi. Les ministres ont changé pendant l'année, ça n'a pas été facile. On a un nouveau ministre, mais on s'est rendu jusqu'au ministre par le biais, entre autres, de notre ministre délégué au développement régional chez moi, là, particulièrement au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui a pris le dossier puis qui l'a fait cheminer, après l'avoir fait cheminer dans les instances des fonctionnaires aussi, parce qu'on a eu de multiples rencontres avec les fonctionnaires là-dessus aussi. Donc, en étalant sur 3 ans, vous avez calculé tout ça, puis ce serait une économie quand même de 3,4 millions pour les 27 000 locataires d'un terrain en forêt. Et étalé sur 3 ans, oui, c'est en faveur du locataire, j'en conviens, mais c'est une façon aussi de faire passer le pilule. Le coût du loyer annuel passe quand même à 500 $ pour un bail minimum, le plus petit des terrains. Là. Oui, alors vous avez raison, vous avez bien calculé les choses. On peut économiser 3,4 millions. Mais c'est un compromis. Ouais. Alors, le ministère, il reçoit à la fin son montant aussi. Alors, où est-ce que vont aller ces montants-là? Bien, écoutez, il va falloir les suivre de près. Puis, je ne sais pas, si vous avez le goût d'aller questionner sur la place publique les MRC et le ministère pour demander comment est-ce qu'ils vont allouer ces montants-là, ça serait intéressant aussi d'entendre ça. Mais ce qui est spécial, M. Wells, c'est qu'aussi, on a sécurisé nos gens pour 3 ans. Parce que si on acceptait cette pilule-là cette année, dans le fond, elle était passée cette année, cette pilule-là, qui nous aurait pas dit que l'an prochain, quelque chose de semblable serait arrivé? Alors là, c'est plus 500 là, qui a arrêté le montant. Là. Dans le fond, le ministère, et là-dessus, on a des garanties, puis je le dis sur la place publique, là, on a des garanties pour 3 ans pour ces villégiateurs-là. Je pense que c'est la victoire, d'une part, c'est le compromis, mais la deuxième victoire, c'est qu'on a quand même des garanties sur 3 ans pour les baux de villégiature qui sont au minimum. Et vous l'avez bien dit, on ne parle pas de quelques baux, là. On parle au total 27 000 baux sur les 42 000 au Québec. Alors, 3,4 millions pour des régions périphériques, 3,4 millions pour des gens qui font vivre les petits villages en périphérie des grandes villes. Vous savez, on ne parle pas des villégiateurs qui sont au bas de la pente de ski du Mont-Valin, là, ici, là. On parle des gens qui ont des petits chalets un peu éparpillés partout. Écoutez, à un moment donné, j'aurais aimé avoir plus. C'est pas le dernier gain qu'on va faire au LTP. On a d'autres dossiers. Vous vous rappelez le dossier du début d'année. Je pense que cette année, on a même 2 victoires. Là. On a déjà parlé ensemble du tirage au sort de la CEPAC, qui était supposé y avoir un moratoire là-dessus cette année, puis qu'on a réussi à en faire tirer quelques-uns. On a eu des partenaires qui nous ont aidés là-dessus, mais on a travaillé très, très fort là-dessus, puis qu'on espère que l'année prochaine, les tirages au sort de baux de villégiature vont prendre l'air de croisière qu'ils avaient auparavant, parce que cette année, il n'y a quand même pas beaucoup de terrains qui ont été tirés. Fait que dans la même année, 2 victoires semblables pour un regroupement qui est mené par une gang de bénévoles. Et surtout, M. Wells, vous vous rappelez le contexte de cette année, il n'y a personne qui voulait parler de ça. Tout le monde ne parlait que du nouveau régime forestier. En début d'année, le thème, c'était les caribous. Puis là, en fin d'année, présentement, le nouveau thème, là, c'est les aires protégées qui s'en viennent. Fait que se faire une place dans les médias d'information, ben, heureusement qu'on a des gens comme vous, là, se faire une place dans les médias d'information pour nous aider, c'est pas facile. Mais on a réussi cette année, je pense. Puis quand on dit un cadeau de Noël, ben, c'est pas la motoneige, mais c'est peut-être 2-3 pleins d'essence dans la motoneige. On vient de donner. Oui, mais à mon tour de vous corriger, vous avez dit le tirage de la CEPAC. C'est pas le CEPAC, c'est le tirage du ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Le CEPAC n'est pas mêlé à ce tirage du terrain. Okay. Il reste une chose, juste une précision, là, sur la hausse. Vous avez parlé de 395 $ donc pour 2026, 440 pour 2027 et 500 $ donc pour 2028. Est-ce qu'à ces montants-là s'ajoute aussi l'indice des prix à consommation qui est environ de 2,2 %? Tout à fait. On n'a pas le choix. Tout à fait, on n'a pas le choix. Et ça, c'est même pour l'ensemble des villégiateurs. C'est pas là-dessus qu'on a négocié. Et nous autres, on espère, on ne sait pas même de ça, il y a comme une certaine incertitude là-dessus parce que l'entente sur la loi 1 avec la CAQ, que vous vous rappelez, qui permet de maximiser à 3 % l'IPC, c'est une entente qui prend fin le 30 décembre 2026. Moi, ce qu'on me dit un peu, c'est qu'on la poursuivrait, mais c'est pas dit que, je sais pas, peut-être que ça va être un dossier pour 2026 aussi. Et ça, c'est un dossier qui touche tous les services gouvernementaux, à quelque part. Ça fait que ça aussi, c'est dans le décor. Et les montants qu'on se donne là, par exemple, c'est important de préciser que
c'est pour les baux de villégiature. Et quand on parle des 27 000 baux, on inclut à ce moment-là les 10 000 abris sommaires aussi. Alors, les abris sommaires, le montant, le gain est moins élevé un petit peu. En gros, le gain, si on veut donner un chiffre, c'est 150 $ pour les baux de villégiature sur le 2 ans. Mais les abris sommaires, ça serait 100 $ parce que les autres payent déjà beaucoup moins. Mais il y a aussi un gain sur l'indexation. Puisqu'on augmente moins l'année prochaine, ils vont indexer un montant qui est moins élevé. Il y a cette conséquence dans le montant que vous venez de me parler, est-ce que là, le 2,2 % il n'est pas ajouté, il n'est pas calculé là-dessus? Non, il n'est pas. Tout à fait. Alors, quand je vous donne ces chiffres-là, ça ne tient pas compte de l'indexation. Comme je dis, quand on a négocié spécifiquement sur le prix du bail comme tel, et l'indexation, elle s'applique au 1er avril. Alors, quand vous dites que quelqu'un paie 143 $ cette année, c'était à partir du 1er avril. S'il a payé avant le 1er avril 2025, c'était moins que 3,45 parce que l'indexation est arrivée juste au 1er avril. Effectivement, il y a toutes ces considérations-là. C'est pas évident. Puis ensuite, il y a des valeurs de référence aussi dans le nouveau projet de loi. Quelqu'un qui vend son bail cette année, il va certainement augmenter parce qu'il y a des nouvelles valeurs de référence. C'est comme si on y a un nouveau rôle d'évaluation. Si on fait le parallèle avec les taxes, parce qu'on paie aussi des taxes, mais il y a aussi cette année des nouvelles valeurs de référence qui tombent tous les 5 ans, et ça tombe en 2026 aussi. Et ça s'applique strictement à ceux qui vendent leur baux cette année. Et même si tu vends ton baux à ton conjoint, à tes enfants, des nouvelles valeurs de référence vont s'appliquer. Puis eux autres, c'est sûr qu'ils vont être mis à jour en termes de bail, parce qu'il y a des baux là, qui vivent encore sur des très anciennes valeurs de référence, avantageuses, mais qui n'ont jamais changé de main. Mais ça, ces valeurs de référence vont servir aussi au MRC pour alimenter la taxation municipale. Parce que c'est là-dessus que les MRC vont se baser. Nous autres, on estime que, pour ce qui est des valeurs de référence, les conséquences sur les revenus du ministère, c'est à peu près 100 000 $. Parce qu'il y a à peu près 2 000 camps sur les 42 000 qui changent de main par année. Mais ces valeurs de référence-là sont définies très différemment des valeurs foncières des municipalités. Vous savez, il n'y a personne qui vient voir ton camp pour l'évaluer. Alors, la grande question, c'est comment est-ce qu'on fait pour l'évaluer lorsqu'on t'envoie une facture quelconque? Pour ce qui est des baux de villégiature, on s'y prend d'une façon vraiment particulière. Là. On a des pôles d'attraction. On pourrait faire, à un moment donné, une formation là-dessus. On a des pôles, au RLTP, d'ailleurs, on fait des formations là-dessus. On part d'un pôle d'attraction et le prix dépend de l'éloignement du pôle d'attraction. Il dépend de si tu es riverain, non-riverain, semi-riverain, et il dépend de la grandeur de ton terrain. Ça, c'est pour les baux de villégiature. Mais pour ce qui est de l'évaluation municipale, ça, c'est une autre affaire. C'est la MRC qui s'occupe de ça. C'est pas le ministère qui s'occupe de ça. Et ça, c'est des évaluateurs agréés qui font ce travail-là. Mais comment le ministère des Ressources naturelles arrive-t-il il calcule combien la hausse qui nous présente là, donc pour les 3 prochaines années? Ça repose sur quoi la décision d'augmenter le bail? J'ai lu à quelque part que c'était parce que le coût des chalets augmentait, puis des choses comme ça. Puis là, ça voulait être plus proche du coût des prix du marché. Mais on peut pas comparer un terrain offert à location à un terrain privé qui lui est vendu. Alors donc, il n'y a pas de terrains en location qui sont vendus, sont toujours alloués à chaque année. Oui, bon, écoutez, on est en train de faire la discussion qu'on a faite un peu en cours de toute l'année. Le ministère a trouvé, là, on n'est pas dans la loi 1, parce qu'on dit que c'est exceptionnel ce qui nous est arrivé. Le ministère a des règlements quelque part qui nous dit, entre autres, que les coûts d'administration, de gestion et ainsi de suite doivent assurer d'être remboursés par le locataire. Le ministère va nous dire, on va comparer d'autres types d'occupations. Vous savez, on n'est pas les seuls occupants du territoire. Il y a les campings aussi là, qui se développent très, très rapidement parce que les campings qui se développent dans les ZEC, c'est une source de revenus importante pour les ZEC. Tandis que les baux de villégiature, c'est pas aux ZEC qu'on paye notre bail de villégiature. On le paie au ministère, au MRNF, et qui en donne une partie au MRC. Alors, les ZEC ne touchent pas grand-chose à notre bail de villégiature. C'est pour ça que c'est dur de leur demander beaucoup de services aux ZEC. Et nos services, ils devraient venir plutôt du MRC, du MRNF. Et le ministère, il compare souvent. Ça coûte tant, mettons, développer des infrastructures dans les territoires non organisés. Quand on fait un pont à l'époque, vous vous rappelez ce que ça coûtait un pont à l'époque, mais l'ingénierie puis l'analyse hydrique qu'on doit faire maintenant pour faire n'importe quel pont,
en territoire non organisé, fait que les coûts sont astronomiques. Déloger un occupant illégal en forêt, c'est des coûts importants. Mais là, c'est pas le coup de faire le travail des MRC. Les MRC arrêtent l'éducation à faire beaucoup sur ce qu'ils font, puis sur ce qu'ils font pas. Peut-être aussi en forêt. C'est ça que vous me suggérez, là. Sur ce qu'ils font, puis sur ce qu'ils font pas, ou ce qu'ils devraient faire, ou ce qu'ils devraient faire autrement, peut-être. Mais c'est ça que tout le monde... C'est ça, les MRC sont là pour collecter, mais ils ne donnent pas de service, ils ne ramassent pas les vidanges, il n'y a pas de service d'aqueduc et d'égout et tout le reste. Puis on paye même des taxes scolaires en forêt, puis l'autobus jaune ne passe jamais. Mais qu'est-ce qui se passe pour les 15 000 autres détenteurs de baux, là? Parce que là, on parlait de ceux qui ont des abris, des baux au prix de base, là. Oui, mais pour les 15 000 autres, il se passe quoi? Là, ça va être, c'est sur, comme vous dites, les valeurs de référence que l'augmentation va se calculer? Les 15 000 autres, ils sont assurés d'une chose. En 2026, c'est strictement l'indexation. Sauf que si la personne vend son bail, là, il y a une mise à jour de la valeur de référence. Mais si tu ne vends pas ton bail, tu es assuré, entre nous deux, là, si tu ne vends pas ton bail, dans le fond, là, tu t'en tires bien l'année prochaine si tu ne vends pas ton bail. Parce que pour les 3 prochaines années. l'IPC. Pas les 3, c'est parce que j'ai dit que la loi 1, elle se termine le 30 décembre 2026. Si par après, ils la poursuivent les autres années, ces gens-là, ils vont être assurés de ne pas trop augmenter. Là. Et on parle bien du bail, parce que vous m'emmenez des fois sur les taxes. Sur les taxes, là, je ne garantis absolument rien sur les taxes. Ça dépend des transactions autour de toi. Ça dépend, comme vous l'avez dit, de l'expansion de certaines villes, de territoires intramunicipaux, des choses comme ça aussi. Là. Dernière question, parce qu'on fait déjà 20 minutes qu'on se parle. Le regroupement de locataires de terre publique compte moins de 4 000 membres sur une possibilité de 42 000 bailleurs en forêt. Je les appelle comme ça, là. Si le nombre de membres avait été supérieur, est-ce que la hausse des loyers annuels aurait été les mêmes ou c'est la force du nombre qui aurait joué en faveur des locataires? Peut-être. Moi, je peux vous dire que oui, la force du nombre y aurait été. Je pense que la qualité des gens qui ont négocié, on a un exécutif au RLTP, à mon avis, qui est fameux, qui a beaucoup d'années d'expérience. Moi, je suis le plus jeune, ça fait peut-être 3 ans que je suis là. Et les autres personnes qui travaillent avec moi connaissent ces dossiers. Ça nous a aidé vraiment beaucoup. Mais avoir plus de monde... Écoutez, moi, je demande des fois à mes villégiateurs, on n'est pas capable d'avoir leur nom et leur adresse. Vous savez, avec les nouvelles lois là, sur les renseignements personnels, on n'a pas accès à ces informations-là. Alors moi, je demande à tous les villégiateurs qui nous écoutent, là, allez donc sur votre ordinateur et tapez RLTP, Regroupement des locataires des terres publiques du Québec, RLTP, puis allez voir ces informations qu'il y a dessus, puis si vous ne pourriez pas payer un 30 $ simplement par année pour soutenir la position des villégiateurs à travers la position des multiples intervenants du milieu forestier, à travers la position des forestières, des EC, des Autochtones, avec lesquels c'est tous des partenaires pour nous autres. Mais il faut prendre notre place aussi. Parce que à travers les EC aussi, les EC, ils sont pas nés pour défendre les villégiateurs, puis je les en veux pas. Ils s'occupent de la faune et de la flore. Puis la forêt, le forestier, il ne s'occupe pas trop du villégiateur non plus, si ce n'est refaire le chemin comme il était fait avant de passer. Mais ils sont de moins en moins là, c'est qu'il va falloir qu'on se défende sur les chemins aussi. Regardez ce qui se passe chez nous sur les Monts-Valin, et ainsi de suite. Oui? Oui, mais les gestionnaires de ZEC là, ont quand même à cœur la qualité d'assurer la facilité à leurs membres d'accéder à leur chalet, parce qu'il y a des ZEC qui ont des 300, 400, 500 chalets. Donc, si ces propriétaires de chalets-là vendent ou n'y vont plus parce que ça coûte trop cher, ils n'ont plus la richesse de leur avoir, en même temps, ça pénalise la ZEC qui va perdre des revenus. Oui, tout à fait. Donc, ils ont un certain intérêt à nous défendre. Mais tu sais, l'argent du bail, il ne rentre pas directement à la ZEC, là. Mais c'est sûr que la ZEC aussi a intérêt à avoir des chasseurs sur son milieu, gère la chasse très, très bien, beaucoup mieux qu'en TNO, beaucoup mieux qu'en territoire non organisé hors ZEC, là. Où est-ce que c'est des fois au plus fort la place, là. Mais dans les ZEC, il y a une qualité de gestion là, de la faune, vous êtes probablement au courant, vous qui êtes un chasseur, et je ne critique pas les ZEC là-dessus. Les ZEC, ce qu'ils aimeraient avoir, c'est plus d'argent pour s'en occuper encore plus des villégiateurs. Absolument. C'est ça qu'ils aimeraient avoir.
Oui, puis là, on l'a dit, je vais terminer là-dessus, les détenteurs de baux en forêt, comme les usagers des ZEC notamment, ils payent un droit de circulation. Mais normalement, là, les MRC devraient contribuer à la réfection des chemins parce que les taxes municipales devraient aussi servir à ça. Puis dans certaines ZEC, c'est pas le cas du tout, c'est empoché directement dans les coffres de la MRC. Alors donc, c'est... On va avoir l'occasion d'en discuter certainement. Oui. Ouais, j'imagine. Alors donc, Arthur Fortin, merci beaucoup. On a débordé de notre temps, mais c'était vraiment important. Alors, on continue de suivre ça, puis on va se reparler, puis je vous dis à une prochaine fois, puis peut-être qu'on se parlera pas d'ici Noël, mais je vous souhaite de joyeuses fêtes. Ben, ça me fait plaisir. Joyeux Noël à vous aussi. Bonjour. Suivez toute l'actualité dans le monde de la chasse, de la pêche et du plein air sur le web grâce à Rendez-vous Nature. Tous les jours, soyez informés des principales nouvelles au Québec au rendez-vous-nature.ca. Reportages, entrevues, conseils de professionnels, vous connaîtrez tout de la chasse, de la pêche et du plein air à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec. Suivez-nous au rendez-vous-nature.ca. Les tirages au sort de la CEPAC sont débutés. De vastes territoires exclusifs, du gibier à profusion et une large sélection d'hébergements et de forfaits possibles. Pas de doute, les meilleures destinations de chasse du Québec se trouvent dans les réserves fauniques et à CEPAC Anticosti. Du 1er décembre au 15 janvier, inscrivez-vous au tirage au sort de la CEPAC via le cepac.com ou au 1-800-665-6527. Chasseurs, procurez-vous le Boctorax, l'écarteur de cage thoracique pour animaux sauvages. Ce bâton télescopique 100% en acier inoxydable alimentaire favorise le refroidissement et la préservation de la venaison en toute sécurité. Pourquoi contaminer votre viande avec une branche d'arbre? Votre chasse ne vous a pas coûté assez cher? Le Boctorax, indispensable pour votre saison de chasse. Un outil incontournable, disponible chez tous les bons marchands. Achat en ligne au boctorax.com. Partout au Québec, de retour à Rendez-vous Nature. Voici Ernie Wells. De retour à Rendez-vous Nature, du 18 au 24 novembre dernier, 30 agents de protection de la faune ont mené l'opération Vitalité dans la région Chaudière-Appalaches. Sylvain Marois, le commandant du service de la protection de la faune secteur Est du Québec, un immense territoire qui s'étend de Thetford Mines aux îles de la Madeleine. Mais avant d'aller plus loin, en octobre, le braconnage de nuit d'un orignal poursuivi par un véhicule automobile dans lequel un individu a fait feu sur le gibier qui courait péniblement devant et l'a abattu, continue de faire jaser, mais pour de bonnes raisons. Commandant Marois, vous avez enclenché une enquête qui a finalement et rapidement porté fruit. Il vient d'y avoir des perquisitions, des saisies de venaison et des individus interceptés. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Ben oui, M. Wells, dans ce dossier-là, justement, vos auditeurs ont fait un bon travail avec nous. Vous le savez, on amène toujours le fait que le SOS braconnage et toute l'information qui nous arrive, on a eu des signalements faits par des gens qui avaient vu des images sur les médias sociaux démontrant un individu qui tirait à partir d'un véhicule de nuit sur un orignal. Ça l'a outré beaucoup de gens sur les médias sociaux. On a eu l'information, nous autres, de notre côté. On a fait enquête là-dessus. Vous en avez parlé d'entrée de jeu tantôt. Et justement, le 2 décembre dernier, on a eu perquisition et interrogatoire de 4 suspects dans ce dossier-là. Là, oui, vous avez eu la collaboration du public, mais entre vous et moi, là, prendre une vidéo là, de l'action qui se faisait, l'action de braconnage, me semble que c'est pas trop réfléchi. Écoutez, est-ce que c'est de ce qu'on en voit, c'est pas l'individu comme tel, c'est quelqu'un qui était avec lui, savoir qui a publié, qui a pas publié, qui était d'accord, on sait pas, mais vous comprenez qu'on a quand même eu l'information. On se dit souvent, vous savez, les nouvelles générations se disent souvent que les médias sociaux
c'est un endroit où ils ne se rendent pas compte du côté public que ça peut être. T'sais, on s'échange beaucoup de choses là-dessus, mais ça peut rester. Puis ça, ben, c'est un message en même temps à vos auditeurs. Ça peut demeurer là, longtemps à part de ça sur les médias sociaux, là, ce qui est fait. Là. Donc, puis clairement, ben, vous le savez, là, comme moi, la population chasseurs, pêcheurs, villégiateurs qui voient des événements comme ça trouvent que c'est inacceptable, puis font leur travail de dénonciation après, puis nous, ben, c'est tombé dans nos mains. Puis on a mené à bien cette enquête-là et on a réussi à déposer des accusations envers ces individus-là. Oui, puis la perquisition s'est effectuée donc le 2 décembre. C'est dans la région de la baie des Chaleurs. La baie des Chaleurs, c'est très grand. On ne précise pas pour l'instant dans quelle localité exactement. Mais donc, il y a 4 individus qui sont toujours suspects ou qui sont vraiment reconnus comme étant les auteurs? On a déposé des accusations, on les a rencontrés, on a fait la façon dont ça fonctionne, M. West, pour le bénéfice de vos auditeurs, la façon dont on fonctionne, on fait des enquêtes. Suite aux enquêtes, ben, on a des interrogatoires à faire, des perquisitions. C'est ce qui a été fait le 2 décembre dernier dans ce dossier-là. Et par la suite, ben, nous, on dépose les accusations du côté du DPCP, donc directeur des poursuites criminelles et pénales, qui, eux, analysent la preuve et vont déposer les accusations directement aux individus. Ça va être signifié habituellement par courrier. Les gens vont recevoir une amende qui est un montant d'argent, c'est du pénal de notre côté. Donc, ils vont recevoir ça et à la suite de ça, c'est eux qui vont prendre la décision. Est-ce que je paye et je me déclare coupable? Ou est-ce que je plaide non coupable et que j'enclenche le processus judiciaire qu'on connaît où on aura à se rendre en cours, les agents ont à se rendre en cours, les prévenus ont à se rendre en cours pour venir défendre leurs points et c'est un juge qui va trancher par la suite. Oui, mais d'après les opérations que j'ai déjà vues par le passé, je pense que les amendes sont acceptées sur le champ. Les gens concernés ne veulent pas aller beaucoup plus loin, ne veulent pas non plus que ça s'ébruite trop. Mais il reste quand même que vous et vos agents, vous avez réalisé un bon coup, comme on dit, là. Puis le public est très heureux. Hein? C'est sûr que autant les médias sociaux se sont enflammés, autant ils s'enflamment de l'autre côté. Ils sont très heureux de ce qui s'est fait. Puis là, ça vient vous créer une pression supplémentaire aux agents de protection de la faune. Là, la population, le public, appelons-le comme ça, réclame maintenant, vu les résultats rapides que vous avez obtenus, ben là, ils réclament plus d'enquêtes de ce genre d'infraction. Donc, qui dit plus d'enquêtes, dit plus d'agents de protection. Je sais que j'en parle du côté politique, mais ça vous ajoute quand même une pression supplémentaire parce que là, on vous dit, ben là ça va bien. Non, absolument pas, M. Wells. Avec les gens, vous avez vu, là, on avait on fonctionne toujours maintenant de la même façon. Quand on va parler d'Italité tantôt, on a déplacé 30 agents dans ce secteur-là, on a quand même 115 infractions, on a pris plus de 100 quelques personnes pour 200 000 $ d'amende. Je reviens à au premier événement qu'on vient de parler. Ben, on avait 4 individus à la rencontrer. On n'avait pas besoin de déplacer 30 agents non plus. Donc, on s'organise maintenant selon les différents groupes qu'on a à rencontrer, ben on déplace les agents d'un endroit à l'autre, puis les agents, vous le savez, on est un peu comme la Sûreté du Québec, on a juridiction provinciale, donc un agent qui peut venir du Saguenay-Lac-Saint-Jean a la même juridiction chez vous en Gaspésie que chez lui au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, si on en a besoin, ben, on va déplacer des gens comme ça. Donc, maintenant, c'est nos façons de travailler. Mais si on revient maintenant à l'opération Vitalité, ça, c'est une opération anti-braconnage dans Chaudière-Appalaches. Ça concerne les 3 zones de chasse provinciales, les zones 3, 4 et 7. Puis là, vous êtes intervenu, c'est tout à fait récemment, c'est entre 18 et 24 novembre. Mais pourquoi exactement dans ces 3 zones-là qui sont à l'ouest ou plutôt même presque au centre de la province? Ben, écoutez, ces 3 zones-là sont des zones très giboyeuses de serre de Virginie. Qui dit beaucoup de gibier, dit beaucoup de chasseurs, dit beaucoup de chances. On en a déjà parlé ensemble dans le passé. On se l'est déjà dit, l'occasion fait le larron, un peu comme le dicton peut le dire. Donc, beaucoup de chances offertes à des gens qui n'ont des fois pas la chance de.
Puis maintenant, ben on le voit, de par les infractions qu'on a là, on est encore dans les mêmes types d'infractions et d'accusations qu'on s'est déjà discuté, de surplus de prise, de chasse de nuit, d'utilisation de projecteurs pour déceler du gibier, des armes à feu chargées à bord des véhicules. C'est un peu toujours le même principe. Puis souvent, les gens, vous voyez, on a même là, d'avoir utilisé un permis d'une zone autre. Vous savez que maintenant, au niveau du cerf de Virginie, on peut abattre 2 cerfs de Virginie dans 2 zones différentes. Mais la problématique qu'on se retrouve, c'est que les gens abattent les 2 mêmes cerfs dans la même zone, puis les enregistrent dans 2 zones différentes à ce moment-là. Comme le chasseur peut récolter ou abattre, disons-le dans ce cas-là, abattre 2 cerfs dans la même zone, exemple, il y a la nord et la sud, 2 cerfs dans la zone nord, puis il va en enregistrer un dans la nord, puis il va enregistrer l'autre dans la sud, sans s'être déplacé d'une zone à l'autre. Exactement. Alors donc, où il y a de l'homme, il y a de l'homme, oui, comme on dit si bien. Mais dites-moi, là, vous avez raison de croire puis de dire que c'est des zones très giboyeuses. Je vois que quand même en 2024, là, il s'est vendu 10 153 permis dans la zone 3, 13 905 dans la zone 4, 16 558 dans la zone 7. Ça, c'est 40 616 permis sur un total de 141 196 permis dans l'ensemble du Québec. Donc, le tiers des permis de chasse du cerf sont vendus donc dans les zones de 3, 4 et 7. Alors donc, c'est certain qu'il y a beaucoup de monde, mais moi, j'ai toujours cru que le braconnage était plus attractif dans des zones moins giboyeuses, là où il y a moins de cerfs, parce que là, les gars, les bracos, ils prennent des moyens qui ne sont pas orthodoxes du tout. Puis alors que là, il y a beaucoup de gibier, il y a beaucoup de chevreuils, mais comme vous dites, il y a beaucoup de chasseurs aussi, puis l'occasion fait le larron dans ce cas-là. Oui, exactement. Puis juste pour le bénéfice de vos auditeurs, on parle de zone 3, 4, 7. Il y a peut-être des gens qui ne se situent pas trop là, à savoir c'est où exactement. On parle de tout le secteur de Thetford Mines, l'Amiante, Bellechasse, le secteur de la Beauce et le secteur de la MRC de Montmagny. C'est à peu près ce que ça inclut. Mais dites-moi, commandant Marois, là, avant de terminer, d'après ce qu'on peut constater là, avec cette opération Vitalité, auparavant, il y avait eu l'opération Point de Mire. Là, il y a eu cette intervention là, dans la baie des Chaleurs. Comme on peut dire, pour les agents de protection de la faune et vous-même, c'était un automne plutôt hot, comme on dit? C'est un automne qui ressemble aux autres automnes qu'on a précédemment. Par contre, grâce à des gens comme vous, on est capable d'en parler un peu plus, on est capable d'informer la population de plus en plus parce que et on l'a dit au début de l'entrevue, c'est grâce à ces gens-là qu'on réussit à faire du bon travail maintenant. On le sait, il y a beaucoup plus de technologie, il y a beaucoup plus de gens, les gens se connaissent de plus en plus, fait que c'est des fois difficile de dénoncer son voisin, son beau-frère, quand on est un peu outré de ce qui se passe, mais il ne faut pas se gêner de le faire parce que tout peut se faire de façon anonyme aussi de ce côté-là. Vous le voyez, le travail des agents est bien fait parce que les résultats sont là. Alors, commandant Marois, je vous dis bravo, merci, et au plaisir la prochaine fois. Au revoir. Suivez toute l'actualité dans le monde de la chasse, de la pêche et du plein air sur le web grâce à Rendez-vous Nature. Tous les jours, soyez informés des principales nouvelles au Québec au rendez-vous-nature.ca. Reportages, entrevues, conseils de professionnels, vous connaîtrez tout de la chasse, de la pêche et du plein air à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec. Suivez-nous au rendez-vous-nature.ca. Chasseurs, procurez-vous le Boc-Thorax, l'écarteur de cage thoracique pour animaux sauvages. Ce bâton télescopique 100% en acier inoxydable alimentaire favorise le refroidissement et la préservation de la venaison en toute sécurité. Pourquoi contaminer votre viande avec une branche d'arbre? Votre chasse ne vous a pas coûté assez cher? Le Boc-Thorax, indispensable pour votre saison de chasse. Un outil incontournable, disponible chez tous les bons marchands. Achat en ligne au bocthorax.com.
Les tirages au sort de la CEPAC sont débutés. De vastes territoires exclusifs, du gibier à profusion et une large sélection d'hébergements et de forfaits possibles. Pas de doute, les meilleures destinations de chasse du Québec se trouvent dans les réserves fauniques et à CEPAC Anticosti. Du 1er décembre au 15 janvier, inscrivez-vous au tirage au sort de la CEPAC via le cepac.com ou au 1-800-665-6527. Partout au Québec, de retour à Rendez-vous Nature. Voici Ernie Wells. Et c'est ainsi que prend fin notre rendez-vous nature de cette semaine. Mais avant de vous quitter, une bonne nouvelle quand même à travers tout ça, vous dire que des techniciens de la faune, biologistes et un vétérinaire du ministère responsable de la faune ont finalement relocalisé un caribou qui s'est installé depuis quelques jours au cœur du village de Corridom en Gaspésie. Sa proximité avec la route 132 et les habitations représentaient un risque pour sa sécurité, la sécurité de l'animal qui, comme on le sait, est menacé d'extinction, celle des résidents et aussi des automobilistes. Alors, une fois que l'anesthésiste chimique a été réalisé par le vétérinaire, le caribou, en bon état, en bonne santé, a été transporté et relâché dans un secteur de l'aire de répartition des caribous montagnards de la Gaspésie, très loin des zones habitées. Alors, un collier télémétrique lui a été installé pour assurer le suivi de ses déplacements. Alors, enfin, on a une bonne nouvelle. Alors, la Direction régionale de la gestion de la faune de la Gaspésie et de la Madeleine remercie les citoyens de Corridom qui ont veillé au bien-être du caribou pendant tout ce temps et la Sûreté du Québec d'avoir assuré, bien sûr, la sécurité pendant la capture du caribou. Ici Ernie Wells qui vous remercie de votre écoute et qui vous rappelle que l'on peut entendre et réentendre cette émission de plusieurs façons sur rendez-vous-nature.ca, le journal lesoir.ca Rimouski, sur Balado Québec et sur YouTube, et nous lire aussi dans les éditions papier des journaux Le Soir au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie. Faites attention à vous et à vos proches et à la semaine prochaine pour un autre Rendez-vous Nature. Poursuivez l'aventure Rendez-vous sur le web en consultant nos nouvelles au rendez-vous-nature.ca, à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec.